Alexandre, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, est-ce que l'épidémie de coronavirus qui a éclaté en Chine met à bas le scénario de l'embellie qui se dessinait avec la fin de la guerre commerciale entre États-Unis et Chine? Alors, effectivement, c'est la grande interrogation du marché des investisseurs aujourd'hui. Selon nous, plutôt non. Il faut bien comprendre effectivement que le marché est arrivé cette année à plutôt voir une reprise de la croissance mondiale. Et finalement, cet épisode est relativement inattendu, à un moment où il faut aussi avouer que la Chine a pris une place prépondérante dans la croissance mondiale. Quand on essaie de faire une comparaison par rapport à l'épisode de 2003 sur le virus précédent, la Chine n'a représenté que 4% de la croissance mondiale. Aujourd'hui, c'est 18%. Donc, selon nos estimations, par exemple, si l'épisode devait être prolongé sur le premier trimestre, on pourrait avoir un PIB chinois qui pourrait baisser de 1 à 1,5%, ce qui veut dire une croissance mondiale qui pourrait être affectée de l'ordre de 0,2 à 0,4%. Donc, cela dit, notre vue, c'est qu'on a plutôt des épisodes temporaires, où effectivement, vous avez un report de la consommation. On a vu récemment, ce sont le secteur du luxe, l'aérien, le secteur en fait, des matières premières qui ont été le plus affectés. Fort logiquement, puisque ce sont ceux qui avaient tiré parti justement de cette croissance. Tout à fait, exactement. La Chine est un gros importateur de matières premières, évidemment, donc si la Chine ralentit, eh bien, tous les producteurs internationaux ralentissent. Mais on est plutôt aujourd'hui sur des perspectives où on est sur un ralentissement temporaire, et que derrière, en général, on a des reprises relativement fortes, donc plutôt des courbes en V, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une baisse court terme avec une reprise relativement importante derrière. Ça n'a jamais payé historiquement aux investisseurs de paniquer et de vendre dans ces épisodes. C'était justement la question que j'allais vous poser. Là, il n'est pas question de tout vendre en se disant on reviendra quand on y verra plus clair. Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a 3 mois en arrière, quand le marché n'arrêtait pas de monter, tout le monde rêvait d'avoir une baisse pour se repositionner. La baisse aujourd'hui, évidemment, elle peut toujours s'accélérer en fonction de l'épisode et comment il peut évoluer. Cela dit, je pense que pour des investisseurs qui étaient en mode de trouver en fait des points de repli, des points bas pour pouvoir réallouer sur les occasions, sur les actions et notamment les actions émergentes, on y aura forcément des points d'entrée intéressants. Je reviens à la Chine tout de même, Alexandre, parce que vous dites, bon, finalement, cet épisode, ce choc exogène, c'en est un, ne va être qu'un décalage du scénario qui avait été dessiné et ébauché en fin d'année 2019. Ok, très bien. Mais est-ce que tout de même, même si encore une fois l'épisode sanitaire ne va peut-être pas se prolonger indéfiniment, normalement non, il faut l'espérer, est-ce que toutefois la Chine n'était pas d'ores et déjà dans une position de faiblesse suite au bisbille avec les États-Unis, et est-ce que ça ne risque pas de fragiliser son système économique plus profondément que vous ne le dites? Je ne pense pas. En fait, je ne pense pas pour 2 raisons. La première, c'est que ça fait des années où on parle, vous savez, de ce fameux scénario de ralentissement dur en Chine qui n'a jamais eu lieu. Finalement, la croissance chinoise qui reste encore au-delà de 6% et qui a même surpris légèrement à la hausse en 2019. Pourquoi? Parce que le gouvernement chinois a quand même des capacités de relance absolument extraordinaires. Et il est certain que dans cet épisode de ralentissement économique, et on l'a vu puisque les autorités chinoises ont déjà dit, ils sont prêts à injecter de la liquidité pendant cette transition. Premier point. Deuxième point, c'est que la Chine a quand même passé pas mal d'années ces derniers temps à recentrer son économie qui était très orientée vers l'exportation, vers plutôt un marché domestique. Et quand on parle en fait d'une réorientation de l'économie vers son marché domestique, ça veut dire également une économie beaucoup plus résiliente. La transition n'est pas achevée. La part de l'investissement dans le PIB reste considérable. En tout cas, très au-delà des standards de pays dits matures. Tout à fait, tout à fait. Mais quand on voit aujourd'hui, effectivement, quand on regarde le taux de croissance qui vient de ce qu'on appelle la demande interne, la demande domestique, effectivement, elle est montée de manière assez fulgurante. Et il est vrai que l'horizon de temps, finalement, du gouvernement chinois est beaucoup plus long, puisque eux, ici, sont en train de gérer leur économie plutôt sur 10 ans ou plutôt sur une génération que de le gérer à court terme. Bon, alors si on suit votre idée principale, c'est-à-dire celle du décalage, à passer ce choc exogène, il se pose une question tout de même, c'est de savoir ce qu'on fait
en termes de sélection d'actions. Et il y a une grande question aujourd'hui, c'est de savoir si on doit toujours privilégier les actions américaines qui ont surperformé ces 10 dernières années par rapport à celles du reste du monde. Alors, je pense qu'effectivement, pour les investisseurs en 2020, c'est la grande question, c'est la suprématie finalement des actions américaines. Est-ce qu'il faut continuer à investir sur les actions américaines ou commencer un petit peu à réallouer? Je pense de ce point de vue, deux choses. Le premier, c'est qu'on a quand même un risque géopolitique qui s'est quand même beaucoup plus déplacé de l'Europe vers les États-Unis. Et deuxième chose, c'est qu'on a quand même des niveaux de valorisation aux États-Unis relativement élevés. Tout ça pour dire que ça milite globalement plutôt à repenser à son allocation. Et pour ceux qui sont quelque part très investis aux États-Unis, il faut commencer aujourd'hui à réfléchir à une rotation ou à une réallocation vers des zones finalement où on aura forcément une réappréciation des actifs comme l'Europe ou comme les pays émergents, et on aura également une dynamique positive. Alors vous dites forcément, Alexandre, sauf que ces derniers temps, la sous-performance justement de ces actifs qui devraient se réapprécier selon vous a été manifeste. Et donc, est-ce qu'on n'est pas face à des value traps, ce qu'on appelle donc des pièges à décote? Des pièges à décote, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est la grande question, hein, sur le décalage entre les valeurs dites de décotées et de valeurs de croissance. Si pour être très provocateur aujourd'hui, c'est que vous gagnez, ça ne marche pas au mois de janvier, par exemple, puisqu'on a une accélération, encore une fois, des valeurs dites de croissance. On l'a vu dans les résultats très récemment aux États-Unis, ça continue de progresser. Et à l'inverse, avec la baisse des taux sur la menace du virus aujourd'hui, on a plutôt des valeurs bancaires en retrait. Alors ça, c'est pour, en effet, les valeurs value et croissance, mais là, je me projetais plutôt en termes de zone géographique. Oui, Est-ce que l'Europe n'est pas elle-même un value trap? Alors, selon nous, non. Alors moi, en fait, il y a deux arguments principaux aujourd'hui qui militent quand même de revoir un petit peu son cas d'investissement sur les actions européennes. La première, c'est l'intérêt des actions européennes par rapport à leur niveau de dividende. On a tendance finalement un petit peu à le sous-estimer, ce niveau de dividende. On est à peu près à 2% aux États-Unis. En Europe, on est à 3,5 voire 4%. Alors pour l'illustrer justement, on a un graphique que vous nous avez apporté, un histogramme qui est assez parlant. C'est la comparaison des niveaux de dividendes par région. Exactement, exactement. Et en effet, l'Europe, manifestement, offre les dividendes les plus intéressants aujourd'hui. Voilà, voilà. Et ça, il faut le prendre aussi dans le contexte des taux. Parce qu'un taux de dividende attractif, c'est bien, mais quel est son comparatif par rapport à un investissement en taux? Aujourd'hui, sur les OAT, les obligations françaises, il faut aller à 10 ans avant de retrouver un taux de portage positif. Oui. Donc cette situation, finalement, on est dans une situation historique totalement inédite, où vous avez un taux de portage, de rémunération sur les actions qui n'a jamais été aussi élevé par rapport à l'obligataire. 3,5% en dividende, si vous le portez sur 5 ans, ça vous fait pratiquement 20% de performance. Donc pas pour dire que vous avez quand même une capacité résiliente en fait, par ce portage de ces dividendes, puisque c'est quelque chose que vous allez toucher tous les ans. Et donc, pour un investisseur long terme, et surtout pour les investisseurs qui sont dans une volonté de capter du revenu, c'est la zone la plus intéressante. Alors ça, c'est le premier point. Est-ce que le fait aussi que les marchés européens aient été boudés par les investisseurs internationaux n'est pas un argument en leur faveur? Alors oui, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Et nous l'avons observé chez nous, c'est que les investisseurs, enfin les actions européennes ont vraiment été un petit peu le paria des actifs financiers. Plus personne n'en veut. Tout le monde était convaincu que beaucoup trop de problèmes politiques en Europe, entre le Brexit, entre l'Italie, les élections en Espagne, trop de bruit. Les investisseurs ne comprennent pas, notamment les investisseurs en dehors de l'Europe, et ont plutôt déserté une zone qu'ils considéraient sans croissance et sans intérêt. Et la réalité, c'est que tout ça, la perception change. Et elle change pourquoi? Parce que d'une part, il faut toujours aussi avoir un petit peu cet aspect contrariant sur les marchés financiers. C'est justement quand tout le monde vous dit qu'il faut acheter les US et vendre l'Europe qu'il faut commencer à y réfléchir sérieusement. Et on l'a vu, le positionnement sur les actions européennes n'a jamais été aussi léger. En 2019, je le rappelle, il y a eu 100 milliards de sorties dans les fonds sur les actions européennes. C'est pratiquement 10% des encours des actions européennes. Oui, c'est considérable. C'est considérable. Donc, il faudrait, selon vous, jouer ce changement de perception qui n'est pas intégré pour le moment par les gestions internationales et bénéficier, dès que ce changement surviendra, du retour des flux, qui devrait mécaniquement faire monter... Oui.
On le voit récemment dans certaines études où on commence à voir un repositionnement des investisseurs vers l'Europe. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui que tout le monde est passé optimiste sur l'Europe, mais la réalité, c'est qu'il y a un changement un petit peu de ton. Et on voit malgré tout que les investisseurs maintenant se posent vraiment la question. Les États-Unis, ça traite à 18 fois les profits à venir. L'Europe, on est à 14. Est-ce que finalement, ici, on n'a pas une opportunité d'arbitrage? Alors, c'est bien d'apporter des preuves, des démonstrations par l'image. Autre graphique, là, c'est le pourcentage net des gérants indiquant une surpondération aux actions européennes. Et on voit qu'on est en effet assez bas. Alors, même si ça remonte sur la fin 2019, on est aux alentours de 20%, alors qu'on a connu des pics à proche de 60% au début des années 2000 ou en 2007, ou même encore en 2015. Donc, on est très en retrait. Tout à fait. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais, vous disiez 100 milliards de retrait. 100 milliards de retrait, c'est considérable. On n'a pas encore vu récemment un retour des investisseurs. En tout cas, les investisseurs ont arrêté de vendre l'Europe, donc c'est une première chose. Donc, un peu le système de machine à laver peut-être maintenant est terminé. Donc la question maintenant, c'est faut un petit peu l'anticiper. Est-ce que le pari, on va avoir des investisseurs internationaux se repencher vers l'Europe? Moi, j'ai tendance plutôt à dire oui. Pourquoi? Parce que déjà, on a quand même un différentiel de croissance par rapport au reste du monde qui sont en train de se réduire. Effectivement, les États-Unis ont bénéficié pendant très très longtemps d'un différentiel de croissance extrêmement important. Là, finalement, ça se réduit. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'au niveau croissance économique, il y a un énorme différentiel entre les États-Unis et l'Europe. Croissance des profits non plus. Effectivement, on était à 15%, 20% au moment des élections américaines. On est revenu aux alentours de 10 l'année dernière, les années précédentes. On va arriver aux alentours de 5 entre l'Europe et les US. Donc, il n'y a plus énormément de différenciation sur la croissance des profits. Et finalement, vous achetez l'Europe beaucoup moins cher. On a effleuré tout à l'heure le sujet du rapport growth, croissance, value des cotes. Alors là, la question aussi, c'est est-ce qu'il est enfin temps de revenir sur les valeurs dites décotées, qui sous-performent depuis maintenant de très très longs trimestres? Alors c'est vrai, aujourd'hui on est dans une situation où les valeurs dites value sont arrivées à leur point bas par rapport aux valeurs de croissance en 20 ans. C'est un peu une situation exceptionnelle. Elle est quand même relativement justifiée puisque dans un mode de croissance relativement faible, les investisseurs vont chercher de la croissance plutôt pérenne et dite de qualité. Et puis dans un monde de taux bas, les valeurs de croissance visibles sont favorisées. Exactement, également. Après, il y a également ce phénomène, c'est que les valeurs dites décotées, dites value, sont surtout en général des valeurs dans des secteurs qui ont eu une certaine disruption technologique. Je pense par exemple à l'automobile. C'est un secteur dit value. Pourquoi? Parce que vous avez aujourd'hui un impact par rapport à la transition vers le véhicule électrique et par rapport aux dépenses et l'investissement qu'il faut opérer pour arriver à cette transition. Il faut que la profitabilité de ce secteur a énormément chuté. Et puis la perception des investisseurs de la menace de la guerre commerciale a fait que ce secteur a été massacré. Donc vous avez un certain nombre de secteurs qui sont value des fois pour une bonne raison aussi. Donc il faut un petit peu de discernement, j'allais dire, pour les valeurs décotées, parce que quand on parle de valeurs de décotées, en général, c'est d'un point de vue prix. Voilà. Pourquoi on dit value? C'est on regarde le prix. Mais un prix bas peut se justifier. Il peut se justifier. Donc il faut un peu de discernement, je dirais, en termes de gestion fondamentale. C'est peut-être là où il y a de la valeur aujourd'hui. Donc j'aurais tendance à dire pour un investisseur qui veut jouer le secteur value, le jouer de manière naïve, c'est-à-dire uniquement le faire sur une base de prix sans prendre en compte la qualité de l'entreprise, sans prendre en compte la qualité de son bilan, ne va pas forcément amener les meilleurs résultats. Donc un peu plus de stock picking. Alors justement, est-ce que c'est vraiment une appréciation valeur par valeur ou est-ce qu'on a tout de même des secteurs value qui, selon vous, présentent un intérêt aujourd'hui? Si je regarde la décomposition sur l'Europe d'un indice en fait, dit value, vous allez retrouver principalement des financières, donc des banques, vous allez trouver de l'énergie, vous allez trouver d'automobile, grosso modo. Mais la réalité, c'est que vous avez des valeurs décotées dans tous les secteurs. Vous pouvez en avoir en fait dans d'autres secteurs, même dans le secteur de la consommation. Et selon nous, en fait, l'intérêt finalement d'un investisseur aujourd'hui d'aller rechercher des valeurs décotées, c'est plus un travail finalement de valeur par valeur dans tous les secteurs. Parce que quand vous achetez, quand vous allez vous investir, vous positionnez uniquement d'un point de vue prix
sur un indice, eh bien finalement vous allez vous retrouver avec des déformations sectorielles très élevées. Et aujourd'hui, si vous jouez la value en Europe, vous jouez principalement la hausse des taux, puisque la corrélation entre la performance relative du secteur du value par rapport au marché est extrêmement corrélée par rapport au niveau des taux. Alors ça veut dire que vous croyez à une repentification de la courbe des taux? Nous, ce que nous pensons aujourd'hui, c'est qu'on n'aura pas un crack obligataire avec des taux qui vont fortement augmenter. Donc, on est plutôt sur une stabilisation en fait, des taux d'intérêt. Il sera quand même difficile de concevoir en fait, une baisse des taux comme on a eu la dernière, à des taux négatifs qui avaient atteint jusqu'à moins 0,70 sur les taux allemands à 10 ans. Néanmoins, nous pensons que le marché va de moins en moins être lié également à cette courbe de taux, en dehors des bancaires en particulier, et que le reste des secteurs, et notamment pas mal de valeurs décotées dans d'autres secteurs, offrent vraiment des opportunités d'investissement aujourd'hui. Alexandre, merci. Merci Vincent.